Santo 2006, Mozambique 2009, Madagascar 2010 et maintenant New Guinea 2012. À la suite des grandes expéditions naturalistes conduites par le Muséum national d'histoire naturelle, ProNatura et l'Institut de recherche pour le développement, la biodiversité des lagons, récifs, mangroves, herbiers et autres habitats côtiers de la région de Madang, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est passée au peigne fin. À partir d'octobre 2012 et pour plusieurs semaines, des dizaines de scientifiques vont établir un inventaire exhaustif de la biodiversité biologique que ces différents habitats abritent. Nous sommes la première génération de scientifiques qui est conscient que simultanément on est dans la 6e extinction et en même temps il reste les 2/3 ou les 3/4 des espèces à décrire. Paradoxalement, ce sont les régions les plus riches en espèces qui sont les moins bien connues. Pourquoi? Parce que les régions tropicales sont également des régions qui sont, je dirais, en déficit institutionnel, en déficit de moyens. Traditionnellement, ce sont les pays développés qui sont pratiquement tous dans les régions tempérées, qui sont à la pointe de la création de connaissances. Donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée fait partie, aussi bien en forêt qu'en marin, de ces pays, ce qu'on appelle mégadivers, mais sur lesquels il y a un déficit de connaissances absolument phénoménal. Alors l'objectif de cette mission, en tout cas pour le marin, c'est de s'intéresser vraiment aux groupes qui ont été négligés jusqu'à présent. On ne peut pas dire que rien n'ait été fait dans cette région. Un certain nombre de groupes ont été étudiés, bien étudiés, comme les poissons par exemple. Il y a eu pas mal de choses faites sur les coraux, mais un grand nombre de groupes, notamment chez les crustacés, chez les mollusques ou les algues, ont été peu, voire pas du tout étudiés. Donc le défi que se posent les chercheurs, eh bien, c'est de documenter en priorité ces groupes qui représentent pour certains d'entre eux plus de 80% de la richesse biologique. Ah, c'est ça. Et en fait hier on n'a pas fait ça. Cependant, une nouveauté caractérise l'expédition New Guinea 2012. En effet, la mission Coral Triangle 1, menée à partir du navire océanographique Alice en amont de l'expédition, a pour but de cataloguer puis de cartographier la diversité des habitats du lagon de Madang. Mais pourquoi ce nom, Coral Triangle, le triangle de corail? Le triangle de corail, c'est une zone d'Asie et du Pacifique Ouest qui inclut 6 pays, de la Malaisie aux Salomon et donc avec la Papouasie au milieu. Alors c'est l'épicentre de la biodiversité corallienne, c'est-à-dire qu'on y trouve au moins en corail, poissons, crustacés, mollusques, sans doute le plus grand nombre d'espèces sur la planète. Et la raison principale établie, c'est en fait une combinaison d'histoire géologique et de variations de niveau marin dans des mers peu profondes. Et au cours du temps, certains bassins ont été isolés, donc ce qui ont permis d'isoler des populations, donc de créer de nouvelles espèces qui ont évolué différemment, indépendamment les unes des autres, dans un espace géographique restreint. Puis tout ça, lors de la remontée des eaux, a été réhomogénéisé, je dirais. Et donc on trouve dans la région un grand nombre d'espèces, bien plus qu'ailleurs sur la planète. Pendant toute la durée de l'expédition, des spécialistes des coraux, des poissons, mais aussi des algues, des échinodermes, des crustacés, des mollusques, vont utiliser différentes techniques pour inventorier la biodiversité. Mais comment l'approche habitat va-t-elle s'intégrer à l'expédition? L'approche habitat développée dans le legs de Sergent Dreyfouet sur la Lys, elle intervient, je dirais, à la fois en amont de tout le reste de ce qui va être fait sur le lagon, en donnant un petit peu, évidemment, une cartographie des types de communautés, le lien avec la géomorphologie, les paysages, et qui va nous donner le cadre dans lequel vont être faits les inventaires, toutes espèces, les approches quantitatives, etc. Et puis je pense qu'il y aura un retour après en boucle, c'est-à-dire que quel lien y a-t-il entre ces listes d'espèces et puis réellement, est-ce qu'une bonne interprétation d'images satellites en termes d'habitat permet réellement des corrélations avec les listes d'espèces? En fait, cet exercice, curieusement, n'a jamais été fait, en tout cas pas à cette échelle-là. Les habitats constituent un maillon clé de la biodiversité qui débute de la diversité génétique et se poursuit jusqu'à la diversité des écosystèmes.
L'habitat se situant entre ces deux approches permet de comprendre la distribution spatiale de cette biodiversité. La cartographie des habitats du lagon de Madang va donc contribuer à la connaissance de la biodiversité. Pour la cartographie des habitats, donc on part d'une image satellitaire à haute résolution, type qu'on peut voir sur Google Earth mais en meilleure qualité. Et cette carte, ces images nous permettent de repérer à l'avance la diversité des sites et faire un choix de stations. Ensuite, en prenant des zones contrastées, on sait qu'on va repérer le plus grand nombre de sites possible, avec un nombre restreint de stations, typiquement une quarantaine sur 15 jours. Puis, une fois ces stations sélectionnées, donc on plonge sur ces sites, et sous l'eau, c'est un travail de documentation à partir de photos, de transects, de relevés, qui permettent de catégoriser un peu plus précisément tous les habitats présents. On qualifie la couverture du site, l'architecture du site, la profondeur, la géomorphologie, les espèces structurantes principales. Et c'est ce qui permet d'incrémenter au fur et à mesure des stations le catalogue d'habitats. Jour après jour, un catalogue d'habitats est alors constitué par les scientifiques, incrémenté à chaque nouvelle découverte. Cet inventaire est nécessaire avant de passer à la phase de cartographie et d'interprétation de l'image satellitaire. Le lagon de Madang il va être étudié pendant 2 mois là, par un ensemble de taxonomistes qui vont travailler sur tout un ensemble de taxons, la flore et la faune locale. Bon, il y a déjà eu des études sur Madang dans les années précédentes, moins coordonnées que celle-ci, mais qui donnent déjà une idée de la richesse du site. Et donc on s'attend à ce qu'un site qui a une aussi forte biodiversité soit aussi riche en habitat. Parce que dans chaque habitat, on va trouver des espèces qui sont associées à la niche sédimentaire, à la niche construite riche en corail, à la niche profonde, à la niche zone turbide. Toute cette gamme d'habitats en fait, devrait receler un certain nombre d'espèces associées à cet habitat, dont les modes de vie sont adaptés aux conditions rencontrées dans cet habitat. Et donc on s'attend à avoir une grande mosaïque d'habitats. Effectivement, donc là maintenant on est en fin de mission. Après 15 jours de travail ici, sur une petite zone de 15 km sur 4, on a de forts gradients entre la zone littorale soumise à des rivières, des petits îlots, des mangroves, des petits fonds sédimentaires à construire, puis le lagon profond mais qui est étroit, et puis des séries d'îlots au sein du lagon, puis le récif barrière à moitié submergé ou avec des îlots aussi. Toutes ces configurations différentes donnent beaucoup d'habitats, sans doute de l'ordre de la centaine d'habitats. On n'a pas fini le catalogue à ce jour, mais une centaine de configurations. Toute cette gamme d'habitats, on va trouver des cortèges d'espèces différents, et ce qui explique la biodiversité qu'on trouve ici. Outre d'autres critères régionaux, comme on est au centre de la biodiversité, de toute façon on s'attend à trouver beaucoup d'espèces. Mais du fait qu'on ait à l'échelle du site beaucoup de structures géomorphologiques et d'habitats, on sait qu'on va trouver ici plus d'espèces que par exemple 50 km plus loin où on n'a qu'un cordon littoral sans récif. Dans la recherche scientifique, comme dans bien d'autres domaines, l'image numérique, qu'elle soit vidéo ou photographie, est de plus en plus utilisée grâce à la qualité des capteurs et aux nouvelles technologies. Donc avec le développement de la technologie, maintenant on peut faire des milliers de photos dans une plongée, donc c'est un outil commode qui remplace souvent maintenant le transect qui est plus laborieux à mettre en place dans l'eau et qui prend beaucoup de temps. Ensuite les photos elles sont faites d'abord pour archivage, ensuite pour documentation et puis pour mettre en exergue ce qui est important dans l'habitat ou ce qui fait l'originalité de l'habitat. Donc sur ces photos, on va mettre en avant, par exemple, les différentes communautés coralliennes. On va mettre en avant un élément remarquable du paysage ou qui structure le paysage ou l'habitat. Par exemple, des formes tridimensionnelles de coraux mous, des formes, des canopées d'algues, ou au contraire un fond sédimentaire homogène. Enfin, toutes ces composantes et tous ces critères qui font que l'habitat est différent d'un point de vue couverture, architecture et composition taxonomique des espèces structurantes doivent apparaître dans la photo.
Et enfin, pour les zones les plus profondes, la Lys aussi dispose d'un multifaisceau, ce qui permet d'avoir la profondeur des sites. Alors on ne peut pas forcément plonger, hein, au-delà de 40 mètres, ça devient un peu contraignant. Et donc on se repose sur la vue de la bathymétrie offerte par le multifaisceau pour cartographier les habitats dans ces parties profondes, que ce soit dans le lagon profond ou les pentes extérieures profondes jusqu'à 300 mètres. Là, c'est plus de 45, c'est pas vertical, mais pas loin. Hein. Il y a 160 mètres là. 160 mètres et on balaye toujours les 18 mètres. C'est ça, on tape dans le mur. Le mur, il est là. Le commandant de la Lys, Raymond Pronner, est particulièrement vigilant lors de la cartographie. En effet, sur les pentes abruptes des récifs externes, les fonds passent de quelques centaines de mètres à seulement quelques mètres très rapidement, nécessitant une attention de tous les instants lors de la navigation. Le sondeur multifaisceau permet de cartographier les fonds marins jusqu'à 1000 mètres, fournissant aux scientifiques une image riche en informations. Sur certains îlots habités du lagon de Madang, humains et végétaux tentent de résister à l'érosion. Mais pour combien de temps encore? Cette région est aussi connue pour sa vitesse d'élévation du niveau moyen de l'océan, parmi les plus rapides de la planète. Malheureusement, niveau marin et problèmes environnementaux ne sont pas les seuls auxquels doit faire face la population du lagon de Madang. Autre scientifique de la mission Coral Triangle, Ronald Fricke, biologiste marin du Muséum d'histoire naturelle de Stuttgart, est spécialiste des poissons et en commence l'inventaire. So what I have here is such an anesthetic collection from Cranket Island, which is just out here on the other side of the lagoon. And after some days of negotiation, the local landowners agreed that we were allowed to do these assessments, and especially also that we were allowed to collect fish. They were collected right in front of a village in the presence of the landowner, who gave his explicit agreement that these were allowed to be taken out. The whole of New Guinea, I would expect, would have 6,000 native species of fish. I would expect around 3,000 species to occur in this Madang Lagoon region under natural conditions. Unfortunately, they are not completely natural conditions anymore. These habitats have been changed by several factors, mostly due to human interaction, which includes extensive destructive fisheries, which includes discharge of sewage from tuna canning factories, from nickel mining, which includes washing of the tanks of some larger ships in the lagoon. So we see a habitat which is already modified. We don't see any large fish in the lagoon anymore. The largest I saw was about 30 centimeters. Large fish are only outside the barrier reef, on the margin of the barrier reef. So everything which is supposed to be large seems to be gone already. So very few sharks, and only the small species of about 40 species of sharks originally occurring here are probably 2 or 3 left. That's what we see. So there is already signs of damage, but we probably need a management plan for the lagoon to conserve it, at least in the state we have now, or even improve the situation to a good ecological level. Participer à une expédition d'envergure comme New Guinea 2012, où l'effervescence des activités est à la hauteur de la diversité des recherches menées, est une opportunité pour une jeune scientifique comme Mélanie Hamel, doctorante à l'université James Cook en Australie et à l'IRD Nouméa. Quand j'étais adolescente, et même encore aujourd'hui, j'ai toujours été fascinée en fait, par les grands navigateurs, les grandes expéditions naturalistes, etc.
Et j'ai lu un certain nombre de livres, je regardais beaucoup de documentaires qui touchaient à ça. Et c'est vrai que depuis toute petite, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver, en fait, de faire partie de ce type de grande exploration, ce type de grande expédition. Découvrir de nouvelles espèces, découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux habitats, découvrir de nouvelles cultures. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me fascine, et pour ça, je me rends compte vraiment de la chance que j'ai en tant que doctorante là, de faire partie de New Guinea 2012-2013. Mais parallèlement au travail méthodique et à la routine des observations, certains sites sortent du lot et apportent leur dose d'émerveillement ou d'adrénaline. Quand on a commencé à plonger sur le lagon de Madang, je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais y trouver. Et donc il y a deux plongées en particulier qui m'ont marqué. La première c'était ce tombant de récif que l'on a visité il y a quelques jours. On est allé en fait sur la pointe la plus à l'est du lagon. C'est bon, c'est juste ici. Et là, c'est vrai que c'était assez fantastique. On s'est retrouvé sur un mur de récif avec tous ces coraux encroûtants et ces algues et ces éponges un petit peu dans tous les sens. On avance un peu le long de ce mur, et petit à petit, on regarde un petit peu dans le grand bleu et on découvre ces milliers de poissons. Ça, c'était vraiment un grand moment là. On a cherché les poissons pélagiques pendant un petit moment dans les plongées d'avant. Et ce jour-là, tous en même temps, ils étaient là en face de nous, les carangues, les barracudas, deux petites raies monta qui nous observaient d'en haut. À la fin de la plongée, hein, c'était le summum. On s'est retrouvé en face d'un banc de poissons perroquets à bosse, énorme. Et je n'en ai jamais vu d'aussi gros. Là, c'était vraiment un grand moment. À quelques mètres de nous, paisible, voilà, qui s'enfonce petit à petit dans le grand bleu. Là, c'était vraiment une plongée assez extraordinaire. La seconde plongée qui m'a le plus marqué, c'était aujourd'hui. C'était il y a quelques heures. On a plongé dans cette lagune sur l'île de Cranket. Là encore, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'y ai vu. Donc c'était une ambiance complètement différente. Moins d'émerveillement, mais tout aussi épatante. On est descendu donc dans cette lagune, dans une ambiance un petit peu glauque, hein, avec des couleurs, des tons un peu vert bouteille. Le type de fond était assez étonnant aussi, dans le sens où tout était plus ou moins orange et gris, quelque chose comme ça, avec des algues encroûtantes, avec des coraux en forme de feuilles un peu, qui sortaient un peu du sol de partout. Et puis plus on s'enfonce dans ce verre bouteille, dans cette ambiance un peu noire, un peu glauque. Donc c'est un petit peu effrayant au début, et puis après le moment d'hésitation, on est parti, on découvre, on s'émerveille et on travaille. Donc ça, c'était les deux plongées marquantes de la mission jusqu'alors. Le second objectif de la mission Coral Triangle est de comprendre comment cette cartographie des habitats peut servir au programme de conservation. Je vais aussi récupérer de l'information de toute cette expédition qui sera extrêmement importante pour la suite de mon doctorat. Je vais récupérer toute cette information de biodiversité, sur la biodiversité du lagon de Madang, et toute l'information qu'on récupérera aussi sur les types d'habitats qui constituent le lagon de Madang. Cette information-là, par la suite, je vais l'utiliser pour ma thèse, pour définir des sites de conservation prioritaires sur le lagon de Madang. C'est un endroit qui est extrêmement riche, hein. C'est un hotspot de biodiversité, donc extrêmement riche en biodiversité, mais c'est aussi un endroit qui est extrêmement pauvre d'un autre côté en termes d'économie et en termes de revenus pour les populations locales. D'un côté, on a ces récifs qui doivent être protégés de manière urgente, parce qu'ils ont un certain nombre de menaces, hein, qui pèsent sur eux. Et d'un autre côté, on a ces gens, ces populations locales, qui dépendent de ces récifs et de ces habitats de manière très très forte. Donc pour faire de la conservation dans un endroit pareil, c'est difficile en fait, puisqu'il faut qu'on choisisse les endroits à protéger qui contiennent beaucoup de biodiversité, tout en choisissant des endroits qui ne sont pas trop utilisés par les gens pour ne pas avoir un impact négatif sur ces populations locales.
À la fin de la mission, Mélanie Hamel restera un mois supplémentaire pour mener des enquêtes et comprendre, entre autres, la perception et l'importance de chaque habitat par les populations. L'expédition intervient à un moment où ici, dans le lagon de Madang, la région de Madang, il y a des inquiétudes environnementales. Les gens sont très sensibles. Bon, il y a eu dans le lagon des développements, il y a des conserveries avec un peu d'eutrophisation. Il y a surtout un gros projet minier qui Ramu Nickel, qui est en train de déverser, qui va commencer à déverser par un tuyau à 100 mètres de profondeur dans la baie de l'Astrolabe des effluents miniers. Donc il y a une inquiétude rampante de la part de la population qui à la fois, je dirais, est un petit peu, nous met un peu dans le même sac, nous en tant que scientifiques, c'est-à-dire on fait partie de ces trucs vis-à-vis desquels ils ne sont pas à l'aise. C'est-à-dire on fait partie de cet extérieur dont ils voudraient bien qu'ils ne soient pas les dindons de la farce. Later on, we look at this. Basically, when you're working around here, it's those people over there challenging them all. Over the land, what a custom, like marine tenureship. Andrew Assman, pasteur et scientifique de l'Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée, apporte une aide indispensable au bon déroulement de la mission. Il intervient auprès des populations locales et sollicite leur permission avant que les plongeurs n'accèdent aux différentes stations. Le travail de médiation d'Andrew est un travail long, très long, car en Papouasie-Nouvelle-Guinée, outre l'accord des autorités administratives gouvernementales et locales, il est aussi nécessaire d'avoir l'accord des propriétaires coutumiers pour plonger, travailler et collecter dans l'espace du lagon. En effet, en Mélanésie, il n'y a pas de discontinuité entre la terre et la mer, et le domaine marin a donc des propriétaires. Et puis en même temps, on est perçu comme ceux qui vont apporter effectivement un point zéro, des éléments qui vont permettre des meilleures décisions, des décisions plus fondées sur des connaissances. Ce jour-là, les scientifiques partagent leurs travaux de recherche avec une délégation papoue qui apporte son aide aux activités de l'expédition New Guinea 2012. Cette visite fait partie des campagnes d'information des populations riveraines du lagon de Madang sur les objectifs de la mission. Andrew est profondément convaincu de l'utilité de mieux connaître l'environnement, qu'il soit terrestre ou marin, afin de mieux le protéger face au développement industriel. Because PNG is a country that is undergoing plenty of change. New developments are happening. Industries are coming up in terms of gold and in terms of timber, forestry, and in terms of the fisheries. And so these industries, as far as I am concerned, can bring about harm to the whole animals, plant life, and even the humans as a whole. So for this expedition, I personally believe it's very useful. If we can have a good understanding of what is in the sea and what is on the land, we will then be able to come up with good management plans to look after both our fish in the sea and animals in the forest and even the trees. And as a result, it will also have good benefits to us humans. La mission touche à sa fin. Les principaux habitats ont été maintenant inventoriés. Pentes externes, platiers coralliens, tombants verticaux, zones interdidales battues, plaines à gorgones, passes à fort courant, massifs coralliens profonds, fonds sédimentaires, herbiers, mangroves et même épaves qui définissent la richesse en habitat du lagon de Madang. C'est le moment de transmettre ces connaissances aux scientifiques de l'expédition. Ce travail d'éclaireur permet d'ores et déjà de guider précisément les taxonomistes vers leurs habitats et micro-habitats de prédilection, sans perdre de temps, avec de longues journées d'exploration. On n'est que des scientifiques, de surcroît des scientifiques étrangers,
Et que notre rôle, c'est de restituer, de fournir de l'information, créer des connaissances nouvelles, les restituer de manière entièrement transparente, et ensuite, bon, je dirais que ça serve, je vais dire, pour le meilleur ou pour le pire, pour la prise de décision par les habitants, par leurs élus. Je veux surtout éviter les attentes et de faire croire qu'une expédition comme celle-ci, malgré son déploiement de moyens humains, ça n'apporte pas la Lune. Et enfin, sans doute peut-être le plus important pour les utilisateurs, les politiciens, ceux qui font le pilotage de la gestion de la conservation en Papouasie-Nouvelle-Guinée, bien nous essaierons d'apporter la connaissance indispensable à la mise au point d'outils servant directement les gestionnaires des milieux naturels et des espèces qui sont associées. I believe we need to have baseline data, which is very important as to what we have on our land and our seas before the industries take place. That is necessary because we don't know what will come later on in the future, what damage will happen to the entire or the overall ecosystem. That is why it is important such expeditions provide such useful data.